Le premier moment fort, c'est l'opportunité qui m'a été donnée pour participer à l'interview à la rue Sir William Newton, dans les locaux qu'occupait à l'époque Rogers et en partie à Mauritius. Interview conduit par Jean Forgette et Noël Marie-Jeanne, qui était directeur des ressources humaines de Mauritius. Et j'ai eu le bonheur d'intégrer cette compagnie le 1er juin 1979 comme agent d'enregistrement. À cette époque, il y avait une cohabitation entre Rogers et Air Mauritius. Air Mauritius était en grande partie géré par Rogers. Et il y avait un encadrement de Rogers qui était assez exceptionnel. C'était Amédée Mingard, qui était le président d'Air Mauritius, dès la fondation d'Air Mauritius en 1967. Et quand j'arrivais, Amédée Mingard était tombé malade et devait nous quitter le 12 janvier 1981. Il avait déjà choisi son dauphin, c'est Henri Thiavengadem, qui, quelques semaines après, le 17 février 1981, prenait les rênes de la compagnie. Dans cette période de transition, un certain nombre de cadres de Rogers étaient détachés auprès d'Air Mauritius. C'était des piliers qui étaient là pour aider le démarrage d'Air Mauritius, et leur contribution, à commencer par celle d'Amédée Mingard, a été extrêmement importante pour les débuts et les balbutiements de cette compagnie qui ensuite est devenue la compagnie qu'on connaît. Air Mauritius est arrivé aujourd'hui grâce à cette collaboration très étroite au début avec Rogers. En fait, c'est Rogers qui a créé Air Mauritius. En 1987, je suis chargé de m'occuper de la clientèle japonaise qui vient après le crash d'Heldeberg. Vous savez, cette catastrophe d'être à l'aéroport, d'attendre un avion qui doit être en transit à Maurice de Taipei pour l'Afrique du Sud, et cet avion n'arrive pas. Il devait arriver à 3 heures, il n'arrive pas à 4 heures, à 5 heures. C'est cette attente. À cette époque, je suis encore très jeune. Et on me donne la responsabilité après de m'occuper de cette clientèle japonaise. Il était 47 Japonais, si ma mémoire est bonne, qui ont péri dans ce crash, et il y avait 150 personnes qui sont arrivées. Et je me suis occupé d'eux pendant 6 jours. C'est une époque où j'allais dormir pendant 3 heures. Mais j'étais porté par une adrénaline extraordinaire pour pouvoir aider ces gens qui étaient dans le désespoir total, qui avaient comme seule preuve de la présence de leurs parents, de leurs proches sur l'avion, le fait qu'il y avait une valise, qu'il y avait une paire de chaussures, qu'il y avait un côté de chaussures. Et ça a été un moment extrêmement dramatique pour moi dans toute ma carrière. Avant Covid, le tourisme européen représentait 60% de nos arrivées, et hors Réunion, européen continental. Post-Covid, ce chiffre est arrivé à 64%. L'Europe, this is where the fish are biting. Nous devons, continuer à consolider l'Europe, mais aussi et surtout à diversifier nos marchés, et notamment l'Inde, le Moyen-Orient, la Russie, quand nous pourrons réopérer les vols chez la Russie, la Chine, et finalement cette Afrique qui est si proche, mais qui demande à être exploitée au niveau de nos marchés potentiels. Nous avons réussi à terminer le plan court terme, mais en même temps, nous avions à faire notre plan de 10 ans. C'est-à-dire quel tourisme nous voulons demain, sachant que le tourisme d'hier ne pouvait pas être répliqué sur le tourisme que nous voulons demain. À travers toutes ces séances de concertation que nous avons fait avec tous les stakeholders du tourisme, c'était une concertation très large de tous ceux qui contribuent à cette activité. La première chose, c'était, on a entendu qu'il fallait garder la qualité. La qualité parce que c'est une exigence de nos clients. Deuxièmement, le tourisme durable. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que, par exemple, le changement climatique, en tant que petite île éloignée de tous ses principaux marchés, un Small Island Development State, en tant que SIDS, nous vivons tous les jours les effets néfastes du changement climatique plus que d'autres. Alors les SIDS, eux, ils représentent moins de 1% des émissions de CO2, et pourtant ce sont eux qui subissent le plus des effets de ce changement climatique. Des effets
qui sont causées principalement par d'autres et ce que j'appelle moi les master polluters. Il est important dans toute cette démarche que toute cette attitude qui est en train d'être prise dans certains pays pour le flight shaming, notamment pour le long courrier, qu'on arrête ça. Parce que s'il n'y a pas de vol long courrier sur l'île Maurice ou sur les SIDS, ben nous sommes morts. C'est notre lifeline, le long courrier. C'est notre lifeline, le tourisme. Donc nous avons besoin d'être accompagnés, et notamment par ceux qui polluent le plus, parce que nous avons fait nos efforts. Nous avons déjà établi nos National Determined Contributions à l'échéance de 2030. Et il est maintenant important qu'on soit accompagné pour l'adaptation et pour aussi mitiger ce qu'on peut mitiger au niveau du tourisme durable. Le troisième élément, ça a été le tourisme inclusif, le partage, le tourisme qui bénéficie à un plus grand nombre. Et c'est ça qui fait la force de l'île Maurice. Nous avons besoin de garder cet équilibre où le Mauricien, non seulement se sent chez lui, mais garde cette capacité d'accueil et d'hospitalité qui fait la réputation de l'île Maurice. Et quatrième, la résilience. La résilience parce que nous sommes passés par une crise. Il faut vraiment qu'on tienne compte de tous les enseignements de cette crise. Et des fois, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte des enseignements et on n'est pas à l'abri d'une prochaine pandémie. Donc, un vaste chantier pour nous, pour ce tourisme de demain et pour être au même diapason de ces sensibilités. La réalité, c'est que No Man is an Island. L'aviation et le tourisme, ce sont des partenaires naturels. Les débuts de notre tourisme a été piloté justement par Amélie Mingard, qui à la fois s'occupait de l'aviation et avait créé le tourisme mauricien. En créant le chaland, le parc hôtel, il fallait transporter les gens, créer Motourco, etc., etc. Cette association-là est une association qui est naturelle. C'est pourquoi Air Mauritius a été créé. Air Mauritius a été créé avec 4 objectifs au départ. Le premier, c'était de désenclaver l'île. Le deuxième, c'est soutenir cette industrie du tourisme naissant. Troisième, soutenir la zone franche, et notamment pour l'expédition des produits. Et quatrième, à l'époque, on leur avait dit à Air Mauritius, ne venez pas demander du fric à l'État. Donc il faut que vous soyez capable de vous développer à partir de vos propres moyens. Au cours de notre histoire récente, et je parle des 50 dernières années, l'île Maurice doit beaucoup à Air Mauritius. Air Mauritius, ça a été le catalyseur du développement touristique et surtout avec l'arrivée en 1983 de ces Boeing 747 qui ont permis à Maurice d'avoir des dessertes sans escale. Et c'est ça qui a démarré notre tourisme. Air Mauritius a été vraiment présent dans le développement des marchés en soutenant ces marchés, bien souvent à grands frais, parce que depuis 25 ans, jusqu'à la chute d'Air Mauritius en 2020, il n'y avait pas un seul sou qui avait été mis dans cette compagnie et qui, pourtant, faisait tant pour le tourisme, mais aussi pour le pays. Heureusement que l'État a pris la mesure de la chose et a investi massivement dans Air Mauritius. Et Air Mauritius commence à reprendre des couleurs, mais ça prendra du temps. Et nous avons besoin de l'aviation, nous avons besoin de l'aérien. C'est pourquoi il est important que nous continuions à ouvrir, à élargir notre offre de l'aérien pour permettre la flexibilité pour le touriste, tout en préservant la compagnie nationale, parce que c'est le secteur qui peut continuer à contribuer davantage à l'avancée de l'économie mauricienne. Je suis tenté de dire que ce qu'on veut faire dépend un peu de son ADN et de ses sensibilités. Et chaque personne est unique, mais il y a quand même des valeurs fondamentales. Travailler dur, et la recette a beaucoup de choses.
Nous devons aussi, je pense, avoir cet esprit d'ouverture vers le monde et se dire que rien n'est inéluctable et qu'il n'y a pas de fatalité. Et que, really, sky is the limit. You put the limit. Nobody else will put the limit. Et il y a tellement de success stories à Maurice et ailleurs sur ceux qui veulent. Et puis moi, je dirais, dans ma carrière de bientôt 45 ans, donc 41 ans dans l'aviation, ce qui a été surtout important pour moi dans les positions que j'ai occupées, et notamment dans des positions au commercial, que ce soit à Maurice, à La Réunion, à Singapour ou à Paris, c'était d'aider les gens. Because you help people, it comes back to you full circle. Et ça, c'est une valeur fondamentale qui permet à celui qui aide de progresser. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être transmis à la jeunesse. Je crois beaucoup à la jeunesse et j'ai confiance.